Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du journal de Johannes Burghardt. Alors ce nom ne te dit probablement rien, mais c'est en fait sous plutôt la personne qu'il a servi qui est restée célèbre dans l'histoire, puisque cette personne c'est le pape Alexandre VI Borgia. Le pape Alexandre VI Borgia est resté dans l'histoire pour être un des papes les plus débauchés. À cause de cela, on pourrait penser que ce journal est finalement juste une collection un peu voyeuse des débauches du pape et de sa cour en général. En réalité, il n'en est rien. Il faut d'abord souligner que Johannes Burghardt a servi comme maître de cérémonie sous 4 papes différents: Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III et Jules II, et qu'il avait donc déjà commencé son journal avant de servir sous Alexandre VI et qu'il l'a continué après, même si l'extrait que j'ai là n'est pas le journal complet, mais uniquement le journal qu'il a écrit sous le règne d'Alexandre VI. Mais Johannes Burghardt était donc le maître de cérémonie, ou plus exactement un des deux maîtres de cérémonie du pape. C'est-à-dire qu'il était en charge de toute l'organisation liturgique des célébrations, notamment des messes, auxquelles devait participer le pape. Et en fait, la liturgie est vraiment au cœur des préoccupations de ce maître des cérémonies. C'est-à-dire qu'il s'intéresse finalement assez peu à toutes les histoires et les intrigues de la cour pontificale, même s'il les évoque de temps en temps, en passant, mais il s'intéresse beaucoup plus aux questions liturgiques. Et en fait, son journal est extrêmement intéressant car il nous permet de voir ce que pouvait être la vie à cette époque à la cour pontificale. Par ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas la seule personne de son époque à avoir écrit ce type de journaux. En réalité, nous en avons d'autres, ce qui nous permet de comparer les différents points de vue et les faits qu'il rapporte. Il faut noter que ce journal est d'ailleurs beaucoup moins, on va dire, explicite ou s'attarde beaucoup moins sur les débauches du pape ou de ses proches que d'autres récits. En fait, il est assez sobre et on pourrait presque même dire qu'il est des fois plus choqué par les erreurs liturgiques ou les fautes liturgiques commises par le pape ou par d'autres que par la débauche et les inconduites morales. Mais à côté de toutes ces questions, c'est aussi une source d'informations extrêmement intéressante pour la période, donc pour la cour pontificale, mais aussi concernant les relations diplomatiques avec les différents pays. Il est notamment plusieurs fois question des mariages, des alliances et des guerres. Toutefois, même s'il ne s'attarde pas là-dessus, ce journal atteste quand même de la débauche qu'il existait à Rome à cette époque. Et c'est un élément extrêmement important si on veut comprendre l'histoire de l'Église à cette époque, puisque c'est justement à ce moment qu'un certain Martin Luther va venir visiter Rome. Parmi les plus grands fléaux, on peut noter une grande débauche sexuelle, mais aussi une pratique largement répandue de la simonie, c'est-à-dire de la vente des charges ecclésiastiques contre une rémunération, soit de l'argent, soit différents types de privilèges, je te donnerai des exemples, et aussi des nombreuses intrigues et meurtres. Au cours de ces années, il y a d'ailleurs plusieurs personnes proches du pape, un de ses fils, un de ses beaux-fils et d'autres qui meurent de manière violente, en fait qui sont assassinés. Je te propose donc, pour terminer, quelques extraits que j'ai sélectionnés et que je commenterai brièvement. L'incident de Magliana. Quant au pape Alexandre, il décida un jour d'aller déjeuner à Magliana, dans le palais de Saint-Jean, que naguère Innocent avait fait construire et décorer. À son approche, ceux qui étaient là pour préparer la réception tirèrent en signe de joie la grosse bombarde. À ce bruit, le pape effrayé rebroussa chemin et s'en retourna à jeune à son palais de Saint-Pierre.
Il crut, comme il avoua, que cette bombarde était un signal donné au cardinal de Saint-Pierre-Esclien pour venir s'emparer de sa personne. Il s'enfuit donc, suivi de son cortège. Tout le monde fut fort ennuyé de revenir à Rome sans avoir mangé. Alors ici, cette anecdote n'est pas d'une grande importance historique, mais elle m'avait fait sourire et je voulais te la partager. Il y a eu en fait un petit quiproquo. Le pape allait déjeuner dans un château. Ceux qui l'accueillaient voulaient l'accueillir avec joie et pour ça, en son honneur, on fait tirer un coup de canon. Le problème est que le pape a cru que ce coup de canon était un signal pour prévenir ses ennemis de son arrivée. Et donc, au lieu de venir déjeuner au château, il s'est enfui en courant. Le même jour, l'illustrissime Giovanni Sforza, comte de Cotignola, seigneur de Pesaro, prit pour légitime épouse Lucrèce Borgia, fille du pape, vierge dans sa 10e année, ou à peu près. La grande salle fut décorée. Toutes les chambres qui viennent à la suite, sauf la première, furent abondamment garnies d'étoffes, de tapisseries et de velours. Un trône de 4 gradins fut installé pour le pape. Don Juan Borgia, duc de Gandie, fils du pape et frère de Lucrèce l'épousée, par ordre de sa sainteté notre Seigneur le pape, amena la dite Lucrèce, sa sœur, de la maison du cardinal de Sainte-Marie in Portico, où elle habitait avec sa tante Julia, jusqu'à la dernière des chambres susmentionnées. Il marchait à la gauche de Lucrèce, dont la robe avait une traîne que portait une jeune fille noire. Elle était suivie par Battistina, fille de Théodorina, elle-même fille du pape Innocent VIII, de bonne mémoire. La robe de Battistina avait elle aussi une traîne que portait une autre jeune fille noire. Après elle venait Julia Farnèse, concubine du pape, que suivaient force dames romaines au nombre de 150 environ. Alors, ce récit est intéressant à plusieurs titres. Il nous décrit le mariage de la fille du pape Alexandre VI. Cette jeune fille, comme tu peux le constater, se marie assez jeune. Ici, Johannes Burghardt nous dit 10 ans environ. En fait, on a calculé, les historiens ont calculé à partir d'autres sources, elle avait 13 ans au moment de son mariage, ce qui était pour l'époque un âge finalement assez habituel, puisque les jeunes filles se mariaient pouvaient régulièrement se marier à 12-13 ans, tandis que les jeunes hommes se mariaient à 14 ou 15 ans. C'était donc des époques où on se mariait très tôt. On voit qu'il est aussi présente la petite fille d'un autre pape, Innocent VIII, qui est en fait le prédécesseur d'Alexandre VI. C'est donc assez habituel pour les papes de l'époque d'avoir des enfants. Et on voit qu'est aussi présente Julia Farnèse, qui n'est d'autre que la maîtresse du pape, la maîtresse actuelle du pape, qui est elle aussi assez jeune, alors que le pape est a déjà, je crois, la quarantaine, voire même approche de la cinquantaine. Je n'ai plus ces dates exactes, alors qu'elle a moins de 20 ans. Cette maîtresse est extrêmement importante pour une raison que je vais bientôt t'expliquer. Création de 12 cardinaux. Le 20 septembre, le pape créa 12 cardinaux avec l'assentiment de 7 membres du consistoire. Les autres s'abstinrent. Parmi les premiers créés figurait César Borgia, fils du pape et d'une femme à qui Alexandre VI avait donné pour mari un certain Domenico d'Arignano. César avait toujours été considéré comme le fils du pontife, qu'il avait nommé évêque de Pampelune en Espagne. Il créa ensuite Giuliano Cesarini, fils de Gabriel et frère de Gianandrea, et enfin un membre de la famille Farnèse, Alessandro, frère de Julia, la concubine du pape. Et des autres élus, il extorqua, à ce que l'on dit, plus de 100 000 ducats. Alors, ce texte nous parle de la création de cardinaux. C'est quelque chose d'extrêmement important dans l'Église romaine, puisque c'est ces cardinaux qui dirigent l'Église avec le pape, et c'est parmi eux que sera élu le prochain pape. Or, plusieurs choses sont à retenir. Tout d'abord, on voit qu'Alexandre VI nomme parmi les cardinaux un de ses
propre fils. Ensuite, on voit qu'il nomme aussi un frère de sa maîtresse. Et c'est pour ça que je t'ai dit que cette Julia Farnèse est importante. Car comme elle était la maîtresse du pape, eh bien en échange, le pape nomme un de ses frères comme cardinal, crée un de ses frères cardinal. Et cette création n'est pas anodine, puisque son frère deviendra ensuite pape sous le nom de Paul III. Enfin, dernière information importante, on voit que les autres membres ont été créés en échange du versement d'une forte somme d'argent, ce qui est en fait exactement la définition de la simonie. C'est là un problème théologique extrêmement important sur lequel je reviendrai bientôt. Continuons donc la lecture. Promesse de mariage entre César et la dame d'Albret. Le samedi 20 avril, sa sainteté a reçu du roi de France des lettres l'informant qu'une promesse de mariage avait eu lieu entre l'ancien cardinal de Valence et la dame d'Albret, agissant au nom de sa fille, avec certaines stipulations. L'une étant que sa sainteté donnerait en dot 200 000 ducats et que, préalablement à la consommation du mariage, sa sainteté créerait et nommerait publiquement cardinal le frère de l'épouse. On retrouve ici le fils du pape qui avait été créé cardinal, celui dont je viens de te parler. Ce statut de cardinal ne lui plaisait pas beaucoup et finalement il voulut revenir à l'état laïque et se marier avec une noble. Finalement, après diverses hésitations, il s'est tourné vers justement la fille de la dame d'Albret dont il est question ici. Ce qui est intéressant, c'est que dans la dot, on voit que le pape propose un titre de cardinal au frère de l'épousée. C'est-à-dire que la jeune fille épouse le fils du pape, en échange, le pape lui donne de l'argent et offre au frère de celle-ci un titre de cardinal. Et effectivement, on sait que le frère de cette personne sera créé cardinal l'année suivante, en 1500. Sans forcément approuver tous ces comportements, comme je te l'ai dit, le rédacteur de ce journal, qui est le maître de cérémonie, se montre d'une certaine façon beaucoup plus choqué par les fautes liturgiques commises par le pape ou ses proches. Je vais t'en donner un exemple. Messe scandaleuse à Saint-Pierre. Le jour de la Pentecôte, le pape se rendit avec la mitre, sans le baldaquin, à la basilique Saint-Pierre, où le cardinal de Bénévent célèbre la messe solennelle en sa présence. Le chapelain de l'évêque de Ségorbe, d'origine espagnole, fit un sermon trop long et ennuyeux qui mécontenta le pape. Le cardinal publia les indulgences plénières accordées par le pape. Du commencement de la messe jusqu'au moment où le pape fut porté hors de l'église, Santia et Lucrèce, la fille du pape, restèrent assis sur la chaire de marbre où les chanoines de la basilique Saint-Pierre ont coutume de chanter l'épître et l'évangile. Beaucoup d'autres femmes étaient installées autour de la chaire. Cette ignominie provoqua la honte et nous scandalisa, de même que l'assistance. Ici, on voit que ce qui scandalise le plus le maître de cérémonie, ce n'est pas que le pape ait une fille, ou que les autres évêques ou cardinaux en aient aussi, car on voit que beaucoup d'entre eux ont des enfants, mais c'est plutôt que cette fille, avec ses amis, ne se tient pas à la bonne place dans l'Église. En effet, ces femmes laïques se tiennent à une place réservée aux chanoines. Et tout au long de son journal, à plusieurs reprises, le maître de cérémonie exprime son désaccord ou son énervement face aux fautes liturgiques qui sont commises soit par le pape, soit par d'autres membres de la cour ou d'autres clercs. À côté de ces informations, on peut avoir aussi des éléments intéressants pour mieux comprendre les mentalités de l'époque. Et je te propose maintenant un avant-dernier extrait qui concerne un supplice infligé à un aide-bourreau. Tu verras la faute commise et la peine encourue. Le 23 juillet, un aide du bourreau, ayant perdu au jeu une somme d'argent,
perce à la tête et à la poitrine, avec une pertuisane, un Christ peint sur un mur dans l'église de San Biagio de Malo, dans le quartier Sant'Estachio. Il est dénoncé par une courtisane de bas étage. Les mains du coupable sont coupées et fixées au mur par un clou. Il est ensuite pendu à la gonne. On a donc ici un net bourreau qui, après avoir perdu, par colère, se venge sur une image du Christ et la mutile. Il est arrêté, on lui coupe ses mains et on le pend. Pour terminer, je te propose maintenant le récit de la seule, peut-être la seule vraie scène de débauche qui est relatée dans ce journal. Il faut savoir que cette scène est relatée par au moins 2 ou 3 autres sources indépendantes, mais que parmi ces sources, c'est justement ce journal qui la raconte de la manière la plus sobre. C'est-à-dire que les autres sources donnent beaucoup plus de détails. C'est un élément intéressant qui montre que même si Johannes Burghardt est conscient de la débauche de la cour pontificale, la plupart du temps, il l'évoque sans forcément s'arrêter dessus, même si, de temps en temps, il exprime un peu son indignation. Je te lis donc cette scène. Le banquet des 50 courtisanes. Le dimanche, dernier jour d'octobre, veille de la Toussaint, changement d'échappe. Les révérendissimes cardinaux étaient informés que sa sainteté n'assisterait pas aux vêpres. Néanmoins, tous se rendirent dans la salle du perroquet pour l'attendre. Le cardinal de Capaccio, sortant de la chambre pontificale, leur dit de la part du pape d'aller à la chapelle pour les vêpres. Ce qu'ils firent. Le cardinal de Sainte-Praxède, qui devait célébrer le lendemain, officia selon l'usage. Le soir, il y eut un repas chez le duc de Valentinois, dans le palais apostolique. 50 filles de joie honnêtes, de celles qu'on appelle courtisanes, et qui ne sont pas de la lie du peuple, y prirent part. Après le repas, elles dansèrent avec les serviteurs et d'autres qui se trouvaient là. D'abord habillées, elles se mirent ensuite toutes nues. Le repas achevé, les chandeliers allumés, qui étaient sur la table, furent déposés à terre, et l'on jeta des châtaignes que les courtisanes ramassèrent en marchant entre les chandeliers, sur leurs pieds et sur leurs mains. Le pape, le duc et Lucrèce, sa sœur, étaient présents et regardaient. Enfin eut lieu une exposition de manteaux de soie, de chaussures, de barrettes et d'autres objets que l'on promit à ceux qui donneraient aux courtisanes les marques les plus nombreuses de virilité. Ces marques leur furent administrées publiquement dans la salle. Les assistants qui faisaient fonction d'arbitre donnèrent les prix à ceux qui furent reconnus vainqueurs. Je pense que ce texte n'a pas besoin d'un long commentaire. On remarquera simplement les paraphrases élégantes employées par l'auteur pour décrire ce qui est en fait une véritable orgie sexuelle, puis organisée dans ce palais pontifical sous forme d'un concours. En conclusion, on peut dire que ce journal est une source très intéressante pour cette période. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas le seul, et nous en avons plusieurs autres du même type, soit de personnes qui ont vécu en même temps, soit un peu avant, soit un peu après. Nous sommes donc assez bien informés sur la vie de la cour pontificale à ce moment. C'est extrêmement important pour l'histoire de l'Église, puisque cela nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel a émergé la réforme protestante. Il faut cependant savoir que ces sources ne se limitent pas à ces questions de débauche. En réalité, elles nous offrent de nombreuses informations sur ce que pouvait être la vie à la Renaissance parmi la noblesse. Il y a d'ailleurs d'autres choses, d'autres éléments extrêmement intéressants dont j'aurai l'occasion de te parler dans de prochaines vidéos. Tu as aussi pu voir la violence qui pouvait avoir lieu à cette époque, aussi bien dans les nombreux crimes commis que dans les sanctions, puisque pour la dégradation d'une image, de l'image du Christ, on en vient à mutiler et tuer un homme. Là encore, cela rejoint ce que je te disais lorsque je te parlais de l'histoire de la violence et de son déclin dans une vidéo précédente. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.